Dans un feu roulant d'actualité, bon mercredi, bienvenue à Cube. Salut Francis. Salut. Salut à Flo, salut à Seb. Il y a Oli que vous venez d'entendre si vous êtes sur Cube Télé. Il y a Max qui est là, les baguettes en l'air. Et vous, 187 Cube Radio, 1-877-827-2346 pour commenter en tout temps dans cette émission. Francis, es-tu prêt en cas d'urgence? Je pense que oui, honnêtement. J'ai un système d'alarme, un système anti-feu. On connaît les sorties de notre domicile. En avez-vous déjà parlé? Par exemple, l'alarme de feu sonne chez vous. Là. Mes enfants sont très jeunes, tu sais, fait que c'est sûr que c'est difficile à expliquer à un enfant d'1 an. 4 ans, peut-être. Et c'est drôle parce qu'on en parlait, évidemment, puis ça m'a fait penser à un de mes films préférés. Je sais pas si tu as déjà regardé The Royal Tenenbaums, qui est un film là, absolument mythique. Et dans lequel, au début, dans la scène du début, Ben Stiller, dont la femme est décédée dans un incendie, il fait, je sais pas si c'est à tous les jours, là, mais à intervalles réguliers, des genres de simulation d'alarme de feu, là, puis il réveille ses enfants en pleine nuit, puis il faut sortir, puis c'est un petit peu anxiogène. Mais je constate qu'en fait, souvent, les gens malheureusement, attendre, entre guillemets, qu'il soit trop tard. Tout le monde. Ouais. Au fait, moi, ce qui m'a fait réaliser ça hier, c'est que dans mon bloc, à un moment donné, j'entends l'alarme. Puis là, je me dis, ben voyons, est-ce que j'ai oublié d'éteindre le rond? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon appartement? Je me rends compte que c'est l'alerte incendie. Sur le coup, je me dis, bah, c'est peut-être un test, mais ça continue. À un moment donné, le son arrête dans mon appartement, mais ça continue dans le bloc. Je me dis que, ben, j'imagine qu'il faut que je sorte. Je me suis changée. Je me suis dit, bon, mais je vais sortir. D'après moi, c'est ce qu'il faut faire. T'as eu le temps de mourir 4 fois. Ben là, oui, fond, puis ouais, j'entendais personne. J'essaie de prendre l'ascenseur, bien évidemment, dans ce contexte-là, l'ascenseur ne fonctionne pas. Donc, au 12e, je descends les marches. Je vois même quelqu'un monter à contre-courant, donc quelqu'un qui retournait dans son appartement, jusqu'à ce que je sois à l'extérieur. Puis là, il y avait plein de monde qui attendait les pompiers. Les pompiers sont venus. Il n'y avait personne sur place, pas de personne responsable. Ils n'étaient pas capables de trouver la façon de rentrer dans le building. Finalement, ça s'est avéré, fausse alerte, il n'y a pas grand-chose. Ils ont trouvé quelque chose dans le sous-sol, c'était une fausse alerte, fausse alarme. Mais je me disais, moi, pendant que je descendais, que je prenais mon temps, j'ai pris le temps de me changer, je me disais, hey, si jamais c'était vrai, là, est-ce que je suis bien assurée? Est-ce que, pour vouloir économiser, j'ai bien calculé mes biens si jamais ça brûlait? Est-ce que mon assurance est OK? Puis, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais après? Si, mettons, ça m'arrive demain, je vais chez qui? Je vais où? Je me suis rendu compte que, dans le fond, en cas de situation comme celle-là, je sais pas, en cas de tremblement de terre, d'incendie, peu importe la catastrophe, je ne suis pas prête. C'est ce que ça m'a fait prendre conscience hier. Puis à l'école, on le faisait, les sorties à chaque année, là, quand il y a l'alarme incendie, puis on dirait qu'on trouvait ça stressant, mais dans le fond, c'est vrai qu'en cas d'incendie, qu'est-ce que je fais? T'as ton chemin, au moins tu sais par où passer. C'est intéressant, puis tu sais, je veux pas être trop glauque là, en ouverture d'émission, mais tu te rappelles, il y avait eu cet incendie à Crans-Montana, là, où il y a eu plusieurs jeunes qui sont décédés dans une boîte de nuit. Je pense que c'était à Noël dernier, là, dans la période des... Puis j'avais lu une analyse là, d'un psychologue ou d'un expert qui disait, en fait, on est tellement habitué au 21e siècle à l'absolu confort, à la prise en charge de toutes choses. Il y a des feux rouges, beaucoup de choses sont normées, il y a évidemment des allants, que quand il nous arrive quelque chose comme, il y a le feu dans ton building. Puis là, je me disais, bah, ça doit être faux, mais ça aurait pu être vrai. Mais ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il y a eu le feu dans cette boîte de nuit, puis ce qu'il disait, c'est que les gens, au début, applaudissaient. Oui. Comme c'était drôle. Puis il y a comme une rationalisation. Quelqu'un va s'en occuper. Il doit y avoir des sprinklers. Puis là, tu sais, une demi-heure plus tard, t'es mort. Oui. Puis c'est comme il y a comme cette déconnexion ou cette drôle de rapport au danger qu'on a tendance à rationaliser ou à nier complètement jusqu'à ce que malheureusement parfois il soit trop tard. Puis dans ce cas-ci, c'était dramatique, c'était tragique. Mais ça fait réaliser quand même que ça peut arriver, puis ça arrive quand on s'y attend pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire quand ça va bien. Puis c'est vrai que c'est humain de mettre ça de côté, de pas mettre ça en priorité. Ghislain, sur la messagerie, dit, moi, à chaque fois que le détecteur de fumée sonne, c'est parce que ça me rappelle que je suis un mauvais cuisinier. ça arrive avec le linge à vaisselle, quand on peut faire nos sparages. Mais là, on sait que c'est nous. Mais dans un bloc comme celui-là, moi, je questionne également la sécurité. Il y a beaucoup de gros blocs un peu partout. On parle de Montréal, il y en a à Québec, il y en a dans toutes les municipalités. Est-ce que la sécurité est correcte? Est-ce que tout est en place? On me disait sur la Rive-Sud, entre autres, qu'à un endroit, il n'y a pas
les lumières d'urgence qui allument dans un bloc où il y a des personnes âgées. Ça peut être dangereux là, en cas de panne de courant, par exemple, où quelqu'un veut sortir. Mais encore une fois, tu le réalises quand tu es devant le problème. Ouais. Mais on pense que la sécurité est acquise. Mais moi, dans mon nouvel appartement, j'ai pas réalisé après plusieurs jours qu'il y avait juste pas de détecteur de fumée. Ben, ça n'a pas de bon sens. Il a fallu. Puis en ce moment, récemment en plus, après avoir vu un gros feu dans une église à côté de chez moi, je me suis dit, oh mon Dieu, mais on n'a même pas d'extincteur. Je disais, mes colocs, il faut absolument qu'on aille en chercher un. Mais normalement, ça devrait être fourni par le propriétaire. Mais on n'en a même pas. Tu dis ça, je pense que j'en ai pas dans mon logement non plus d'extincteur. As-tu ça chez vous à portée de main, Francis? Oui, moi j'ai un extincteur. Maison? Moi, j'ai un petit côté survivaliste là, dont on n'a pas parlé encore, vous et moi. Semi, là, mais tu sais, j'ai des réserves de nourriture dans le sol, à mon chalet et chez moi. Je suis prêt à faire face là, à une invasion de zombies. Là, le bunker de Saint-Lambert. Ouais. Puis je veux juste, tu sais, on fait du millage, mais bon, c'est très judicieux ce que tu apportes, Florence. Tu sais, on parle justement d'être prêt. Puis rappelons, tu sais, 2014, l'île verte, la RPA qui avait passé au feu, de mémoire, une trentaine de personnes âgées décédées. Tu sais, il semblait pas y avoir de protocole. Il y avait personne sur place, grosso modo, qui savait quoi faire. Il y a quand même eu des dizaines de morts. Tu sais, au Québec, le pays civilisé, riche, où en principe, on devrait avoir tous les dispositifs nécessaires. Et tu sais, comme ça a flambé. Puis évidemment, plusieurs personnes ont perdu leurs parents, leurs proches. Donc, une triste affaire justement par déni ou par incapacité d'anticiper, ce qui n'est pas, c'est pas le pire, là, c'est quelque chose qui arrive, là, c'est pas une bombe nucléaire, en même tu comprends, temps, le je feu. peux pas blâmer les usagers dans le sens où c'est qu'on pense pas à ça. Moi, hier, là, j'ai jamais pensé qu'à un moment donné, ça se pouvait qu'il y ait le feu chez nous. Là. C'est pas à tous les jours, je pense pas à ça. Soyons bien clairs, je blâme aucunement les usagers de la RPA, mais les gestionnaires, les gens qui avaient autour, que personne ne s'est jamais même posé la question, hey, qu'est-ce qui arriverait, coudonc, s'il y avait un feu, ces personnes-là qui sont peut-être en perte d'autonomie, qui ont peut-être l'Alzheimer, qui ont peut-être pas les moyens cognitifs de savoir ce qui est en train de se passer. Y a-tu quelqu'un qui est chargé de la chambre 1, la chambre 2, la chambre 3, de sortir les gens? Manifestement, on n'avait pas anticipé ça. Et dans ces endroits où, que ce soit RPA, que ce soit les logements, peu importe, est-ce qu'on est prêt à toute éventualité? Moi, j'ai le goût de creuser cette question-là dans les prochaines semaines parce qu'effectivement, quand il arrive drame, il est trop tard. Autre sujet qui a fait énormément réagir, parenthèse, Antoine, il y a l'extincteur dans l'auto, dans le garage, dans la cuisine, à l'étage. Il est prêt, Antoine, puis en même temps, ben, il ne peut pas te blâmer. C'est mieux d'être trop près que pas pantoute. Autre sujet... je voulais juste mentionner, par exemple, les extincteurs, il faut faire attention à ça a une durée de vie. Hein? Fait que faites attention après une certaine... souvent, on le change 10, avec 12 ans, les piles. C'est ça, exactement. Faut pas oublier de changer parce que ça se peut que la fois que tu as le feu, tu arrives, tu ouvres la gâchette, il n'y a rien qui sort. C'est toute cette prévoyance qui aurait servi à rien. Puis le changement d'heure, c'est les piles des détecteurs. Exactement. À chaque fois, on a eu ça changer d'heure, mais ça nous rappelle ça. Autre sujet qui a été carrément une bombe aujourd'hui, la démission de Jean Boulet, le 32e de la CAQ, a quitté. Il ne se représentera pas aux élections. Ça a été caché. Pas de démission. Il ne se représentera pas, mais il est toujours en poste jusqu'à la fin de son mandat, donc à l'élection d'octobre. Mais ouais, quand même surprenant. Surtout qu'il avait dit... Mais il avait dit qu'il allait se représenter. Qu'il n'avait pas exclu. Je ne sais pas comment il avait formulé ça, mais grosso modo, il semblait indiquer qu'il allait toujours être là. Ça fait quand même 2 mandats complets qu'il fait à la CAQ. Il est ministre, des grosses responsabilités. Il a piloté de grands projets de loi. Donc, je ne veux pas l'excuser de ce volte-face. Mais oui, c'est vrai. Ça a surpris beaucoup de monde. Dont moi. Ben, ce matin, quand c'est sorti dans l'émission du matin avec Alexandre Dubé, effectivement, 32e départ de la CAQ aussi, ça génère des questions, mais Jean Boulet, c'est un super sympathique, si vous l'avez déjà rencontré, là, super bien impliqué également en Mauricie. Ouais. Mais il faut dire qu'on lui avait donné, on lui avait ajouté un ministère, là, les relations internationales, puis il avait appuyé Christine Fréchette dans la course. Ouais. Donc moi, ça me surprend quand même parce que justement, la nouvelle première ministre lui avait donné des plus grandes fonctions en espérant le revoir dans son cabinet. Donc, c'est quand même assez surprenant qu'il choisisse de quitter. Il a dit ce matin en point de presse qu'il a changé d'idée finalement, que la décision s'est faite là, dans les dernières semaines. Oui, puis il y a quand même eu tout ce qu'il a fait avec les syndicats, entre autres. Il a brassé la cage à ce niveau-là. Son nouveau projet de loi, le projet de loi pour moderniser le régime de la santé et de la sécurité au travail. Il en a fait des choses quand même. Là, on peut lui attribuer plusieurs mandats. Pas plusieurs mandats, mais plusieurs projets. Là. Il était bien impliqué, bien apprécié. Et moi, ça m'emmenait à me poser la question, Isabelle, qui est une question qui m'est souvent posée. Bon, je fais de la chronique économique, je suis intéressé par les affaires publiques, par la politique de manière générale. On m'a souvent demandé, Isabelle, tu peux t'imaginer si j'avais de l'intérêt pour un jour faire de la politique. Est-ce que t'en as?
Vraiment pas, honnêtement. J'aime la... Puis tu sais, bon, j'ai aucunement le pedigree ni la prestance d'un Mario Dumont, mais les motivations sont un peu les mêmes. J'aime la posture, tu sais, qui est celle de l'observateur, du chroniqueur, du commentateur. Je trouve ça intéressant de parler à tous les partis, de pas être limité par une ligne, par exemple, par un cadre qui est restrictif, qui est celui de la politique, hein, où on se fait clipper des petits morceaux, où on peut jamais vraiment exprimer une pensée particulièrement sophistiquée. Hein, ça y va 15-30 secondes à la fois. Donc, moi, j'ai peu d'appétit pour ça. Et c'est drôle, là, j'ai fait un petit... que tu me connais, là, à chaque fois qu'on a un sujet comme ça, j'ai fait un petit vox pop. Puis c'est drôle, tu sais, on est quand même dans un milieu médiatique. Quelques collègues autour de nous qui n'excluent pas la chose, hein, mais en même temps, je trouve que c'est facile de dire ouais, comme ça autour d'une table puis de vraiment penser à poser une candidature. C'est quand même un gros mandat. Je trouve qu'aujourd'hui, de sauter dans l'arène politique, ça prend les reins solides. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est un métier qui est difficile. Ma seule observation, c'est que j'ai quand même le sentiment, puis on peut poser la question à nos auditeurs, téléspectateurs, vous, est-ce que vous-même le considéreriez? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ici, il y a des gens qui disent « je le ferais », ça reste conditionnel, mais j'ai l'impression que pour beaucoup de Québécois, c'est comme non. Puis j'ai même des gens qui m'ont dit tantôt, là, des jeunes, j'ai pas la maturité. Mais tu sais, en principe, la démocratie, là, c'est tout le monde qui peut se présenter en politique. C'est pas réservé là, aux soixantenaires millionnaires. Là, non, mais quand on regarde ça, quand même, il y a des gens qui ont un réseau, ils arrivent avec une certaine expérience, que ce soit dans le communautaire ou dans les entreprises, ou ils arrivent avec un certain bagage quand on regarde ça. Puis j'ai l'impression aussi que avec tout ce qu'on entend, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ça peut peut-être en effrayer certains. Tu es là pour faire bouger, pour faire avancer les choses. Puis à un moment donné, la machine est grosse, il y a plusieurs paliers. Je pense que c'est un mandat qui est très difficile. Mais j'aimerais quand même, c'est peut-être un peu naïf, idéal de ma part, mais dire que vous ayez 22 ans, que vous soyez une mère à la maison, que vous soyez un mécanicien. Tout le monde, en principe, dans la démocratie, peut aspirer à représenter ses semblables. Ce n'est pas réservé à une élite. Après, pragmatiquement. C'est dur de ne pas penser à ça. Oui, mais tout ce que tu dis est vrai. Je dis juste, c'est triste d'une certaine façon. Si moi, je me présentais demain, là, je ne serais pas élu, personne ne me connaît. Il y a ça aussi. Plus de monde, t'es connu, là. Tu passes à la télé, t'es dans les médias, t'animes une émission, t'es gentil, t'es belle, t'es brillante, tu t'articules bien. Mais c'est pas ça qui fait passer une candidature. Ça fait partie des critères. Mais effectivement, ma seule inquiétude, c'est que si personne ne veut même se présenter, ça devient réservé à certaine catégorie de personnes, puis ça donne une forme de démocratie, une forme de politique qui est plus étroite. Mais j'admire ceux et celles qui plongent, ceux et celles qui se présentent. Une campagne électorale, c'est éreintant. Un mandat de 4 ans aussi, c'est long. Il s'en passe des affaires, ça prend des convictions. Tu es dans un parti, il faut que tu suives les lignes de parti. Il y a quelque chose d'admirable, je trouve. Peu importe qu'on aime ou pas les couleurs, les personnalités, je trouve que chacune qui se présente ont vraiment toute mon admiration. Et ça s'est envenimé, on va se le dire, depuis quelques années. Les réseaux sociaux, différentes formes d'expression médiatique ont contribué à ça, mais j'ai l'impression que la vie des élus est plus difficile qu'elle ne l'a jamais été. Tu sais, je vois, là, moi, sur les médias sociaux, là, les politiciens, tu sais, que j'aime ou que j'aime pas, c'est pas important, mais qui se faire traiter de tous les noms, là, tu sais, puis de se faire menacer, puis tu sais, des commentaires sexistes, puis sur leurs orientations sexuelles, tu sais, c'est fou, là, puis évidemment, les médias sociaux ont ouvert la porte à ça, qui est à la portée d'à peu près tout le monde aussi maintenant, ce qu'on ne voyait pas ou beaucoup moins avant, évidemment. Tu vois, Martin, lui, ce qu'il dit, c'est tout d'abord, il faut que le parti accepte ta candidature. Ça, c'est la première chose. Bon, il y a quelques réactions 187 Cube Radio, mais est-ce que vous le feriez? Est-ce que vous feriez le saut en politique? Nous, on a voulu s'adresser à quelqu'un qui a claqué la porte au parti, député indépendant, ex-caquiste de Saint-Jérôme. C'est Yuri Chassin qui est avec nous en début d'émission. Merci d'avoir accepté à pied levé. Ça me fait plaisir. Bon, comment vous réagissez au départ de la vie politique de Jean Boulet? Alors, si je ne m'abuse, qui se représente en Mauricie parmi les députés qui sont là? Personne, si je ne m'abuse, sur les 4 comtés. Puis c'est vrai que Jean Boulet, c'est aussi celui à qui on avait confié l'économie pendant que Christine Fréchette faisait la campagne. Donc, c'est vraiment un homme fort, je dirais, de ce gouvernement qui a été un homme de confiance et M. Legault et Mme Fréchette. Puis pour avoir effectivement travaillé, je pense que c'est Francis qui disait que c'est un homme adorable. Effectivement, pour avoir travaillé avec lui, même des fois face à lui, c'est comme humain, quelqu'un de très agréable. Et puis évidemment, je pense qu'il y a...
Il a été Après, surpris, peut-être, c'est ça, de la confiance ou de la réaction là, aujourd'hui, mais sûrement parce que c'est très forte. Là. bon, on l'a vu très ému aussi hein, dans le point de presse aujourd'hui. Ça touchait, là, mais est-ce que, tu sais, à l'interne, on sentait, je recommence, à l'interne, on sentait qu'il était bien apprécié de ses collègues au sein de la formation? Exactement. Puis je pense que c'est ça qui a dû le toucher quelque part. Mais assurément, c'est un gros départ. C'est encore un départ. En fait, j'ai envie de dire, c'est le problème un petit peu de la CAQ en général. Là, c'est qu'on ne voit que les départs. Puis ça me fait penser un petit peu, peut-être qu'il y a des cycles dans le fond, mais ça me fait penser un petit peu à ce qui se passait avec le gouvernement Couillard en 2018. Pour avoir fait campagne en 2018, on était exactement de l'autre bord. Donc, on avait plein d'annonces de candidature et il y avait un gouvernement qui voyait semaine après semaine des ministres annoncer qu'on ne revenait pas, mais en même temps, c'est comme si après 8 ans, on a tellement donné. C'est pas juste une question Ouais. de revenir au pouvoir ou pas. Là. C'est une question aussi de dire on a. Comme Vincent Marissal disait, on a peut-être encore la passion, mais on n'a peut-être pas ce qu'il faut dans le réservoir pour continuer. Mais qu'est-ce que ça indique pour la suite à l'aube de la campagne électorale? Ben, la difficulté de la chef de recruter est encore apparente, je pense, mais c'est peut-être le premier facteur visible. Après ça, ben, on verra comment disons, toutes les cartes tombent parce qu'il en reste encore quelques-uns qui n'ont pas annoncé leur intention. Mais je pense qu'il est temps. C'est vraiment. Je pense que la marge de manœuvre pour changer d'idée comme Jean Boulet, elle est de plus en plus limitée. Puis les visages connus, là, on en a de moins en moins. Puis ça prend quand même quelques ministres qui vont faire campagne. Là. On se comprend que, je veux dire, à la fin, si tous les ministres partent, ben, c'est problématique. Il y a Éric Girard, à qui je fais confiance, qui va se représenter parce qu'il l'a affirmé plusieurs fois. Donc, après ça, ben, j'ai hâte de voir si vraiment il va y avoir une équipe solide et quand même consistante là, autour de Mme Fréchette pour la prochaine campagne. Yuri Chassin, vous avez vous-même annoncé en avril dernier de mémoire que vous ne brigueriez pas un nouveau mandat. Vous êtes dans le coin de Saint-Jérôme. Je voulais vous ramener à la question qu'on se posait, Isabelle et moi, en début là, d'émission. Pourquoi on s'engage? Je devine que vous aviez d'autres opportunités pour gagner très bien votre vie, vous amuser, avoir un impact. Pourquoi on choisit la politique, cet engagement-là, justement, pendant une période longue, là, je dis quand même 2 mandats, dans le cas de Jean Boulet, 8 ans de sa vie, là, c'est pas un truc qu'on fait un week-end. Hein? C'est quoi les motivations profondes pour quelqu'un comme vous, déjà? Ben, je vous dirais que c'est vrai. C'est un engagement aussi dans le sens où on sait qu'on ne peut pas faire la moitié d'un mandat puis être satisfait. Là. C'est quand on s'engage idéalement pour 4 ans. Et puis, somme toute, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu irrationnel en toute franchise. Donc, pour un économiste, c'est beaucoup dire, mais au Québec, on a peut-être une certaine culture aussi de révérence envers la politique parce qu'on a été élevé avec une histoire où il y a certains héros politiques qui ont été des hommes d'État, des femmes d'État, alors que c'est pas le cas nécessairement dans toutes les sociétés. Mais j'ai l'impression qu'on a nos René Lévesque, Jacques Parizeau, on a nos Le Sage, Bourassa. On a vraiment cette espèce de mythologie avec des héros politiques. Peut-être que ça stimule certaines carrières, mais c'est vrai que la rigidité n'est pas particulièrement sexy quand on parle de la ligne de parti. Fait que ça doit bloquer bien du monde. Est-ce que vous sortez avec certaines déceptions? Oui, ça. Puis à la limite, il y a toujours une partie où on sait qu'on va être déçu. Hein. Il y a comme, je dirais, on engage un combat, on sait qu'il y a beaucoup de choses à changer, puis on sait qu'à la limite, on ne réussira pas tout. Mais c'est pas grave, on y va en équipe, on se dit il y a des choses essentielles sur lesquelles on va pouvoir avancer. Moi, quand j'ai senti que c'était plus le cas, ben évidemment, là, une question existentielle qui se pose, mais c'est sûr qu'il y a, je pense, vraiment une grande unité au sein même des partis politiques à l'interne, mais entre collègues, on sent qu'il y a quelque chose d'avoir vécu cette fonction-là, d'avoir incarné la fonction de député ou de ministre, mais c'est quelque chose de très particulier
est presque unique. Là. C'est comme difficile à décrire. Là. Il y a un petit côté magique. Dans le cas de Jean Boulet, qu'est-ce qui peut expliquer un départ comme ça? Même ses collègues ce matin avaient l'air surpris. Il y en a plusieurs qui apprenaient la nouvelle dans les médias. Comment on peut expliquer un départ qui semble précipité vu de l'externe? Ben, en fait, je pense qu'il y a eu une réalisation aussi. Euh, en fait, jusqu'à la fin, là, il y avait quand même des projets de loi. Il y avait des négociations avec le fédéral pour une grosse annonce, etc. Il a dû mettre probablement beaucoup d'énergie et tout à coup, là, avoir un peu de temps en famille pour réfléchir et réaliser qu'est-ce que c'est une campagne électorale. Qu'est-ce que ça veut dire d'en faire une troisième? Quels projets vont être suffisamment porteurs pour le motiver pour la suite? C'est peut-être ça aussi. Hein. C'est très difficile de faire disons, le plus et le moins, là, la colonne des pour et des contre. C'est pas évident. Des fois, ben, c'est peut-être nos proches qui nous font réaliser aussi où est-ce qu'on en est. Ouais. Et c'est sûr que, bon, on va se le dire, Yuri Chassaing, la CAQ n'est pas donnée gagnante là, à cette élection-là. Donc, de risquer son vote-tout, de faire campagne, de se brûler, entre guillemets, jusqu'à peut-être en octobre-novembre pour probablement, encore une fois, tout peut arriver, là, je ne souhaite rien ni son contraire, mais c'est sûr qu'il y a aussi ça qui joue, là, j'imagine, actuellement en défaveur d'un engagement continu. Si on voyait un nouveau raz-de-marée à 90 élus, là, qu'on allait former un super gouvernement, être ministre pendant 4 ans, je devine que certains changeraient peut-être la chanson, mais là, c'est certain que ça crée cette espèce de désengagement. Oui. Je voulais vous poser une dernière question parce qu'on a Antoine sur la messagerie qui nous dit qui voudrait peut-être se présenter, mais il craint de perdre sa parole, sa liberté de parole. Parce que quand on joue à un parti, forcément, il y a la ligne de parti, il y a... qu'est-ce que vous dites à ça, vous qui avez notamment démissionné, quitté la CAQ sur un peu ces bases-là? Qu'est-ce que c'est, justement, de joindre une formation politique et de perdre une partie de sa liberté de parole quand on le fait? Avec 2 autres collègues indépendants, on a fait une sortie la semaine dernière pour dire, ben, il faudrait peut-être penser au rôle du député, pas juste indépendant, mais le rôle du député, puis de sa liberté de parole publique aussi, même à l'intérieur d'un parti, réfléchir peut-être au fait que ben, quand on a des motions là, sur lesquelles voter, on pourrait peut-être permettre des votes libres. Il n'y en a pas eu en 8 ans. C'est quand même quelque chose d'un peu dommage, on va dire, là, pour le gouvernement. Mais je dirais à Antoine, fondamentalement, quand on perd peut-être un petit peu de liberté de parole publique, on gagne aussi un accès. À chaque semaine, on s'adresse au premier ministre, on s'adresse au conseil des ministres dans le cadre d'un caucus. C'est vrai qu'on a du temps très limité, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir tous les débats qu'on voudrait, mais cet accès-là, il est précieux. On parle là où ça compte, même si ce n'est pas en public. Puis par ailleurs, quand on lit les nouvelles, il y a quelque chose de différent aussi. On se dit instantanément, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'on est un acteur de la pièce. Et ça, c'est quelque chose de très stimulant, là, parce qu'on est là-dedans. Mentionnons par rapport à Jean Boulet, en terminant, tout ce qu'il a apporté, les points marquants de sa carrière, la réforme de la santé et sécurité au travail, l'encadrement du travail des enfants, la réforme du droit de grève, des conflits de travail, la modernisation de l'industrie de la construction. On pense aux responsabilités et accords importantes avec Ottawa. Ça fait entre autres partie du legs qu'il va laisser derrière lui. Puis, quand même, je veux dire, c'est ça, même si on peut critiquer, moi, j'en suis un critique, mais on peut critiquer certains aspects. À la fin, je pense qu'il aura été un de ceux qui a incarné cette volonté de la CAQ de faire un peu différemment des gouvernements précédents. Puis, même si des fois, on est dans un contexte parce qu'il y a des comités paritaires avec des syndicats, des employeurs, le patronat, il faut naviguer là-dedans. Il faut être un habile négociateur. Lui, il a toujours réussi à garder le sourire. C'est tout à son crédit. Puis vraiment, je pense qu'on peut saluer son engagement avec beaucoup comment dire, un bon coup de chapeau. Yuri Chassaing, député indépendant de Saint-Jérôme. On vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup.